La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Ils sont 10 à avoir déposé leur candidature pour la présidentielle de février prochain. La CENI a officiellement clôturé le dépôt des dossiers de candidature et a publié les noms des candidats. À découvrir dans cette édition. Et puis dans quelques semaines se tiendra le forum de Kara. Il mettra en lumière et un accent particulier sur les agripreneurs. Le terme n'est pas courant. De quoi est-il question? Vous le saurez en restant avec nous dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Depuis 0h ce jeudi, la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé les dépôts de dossiers de candidature pour la présidentielle du 22 février prochain. 10 dossiers ont été enregistrés et communiqués à travers un point de presse animé par le président de la CENI, Tchambako Ayassor, que nous écoutons. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique nationale et internationale ainsi que toutes les parties prenantes au processus électoral à l'élection présidentielle de 2020 qu'à la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature ce 8 janvier 2020 à minuit, elle a enregistré au total 10 dossiers de candidature provenant des partis politiques, des regroupements de partis politiques et des candidats indépendants. La CENI, se félicitant du bon déroulement de cette phase de sa mission, procédera en application des dispositions de l'article 154 du Code électoral à l'examen préliminaire de l'ensemble des dossiers enregistrés qui seront transmis au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour la suite du processus. Fait le 9 janvier 2020, je vous remercie. Et toujours dans le cadre des préparatifs de cette échéance électorale, les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC étaient à la télévision togolaise ce matin. Ils ont rencontré le premier responsable de la TVT et ses collaborateurs avec qui ils ont évoqué les dispositions techniques et pratiques pour une meilleure couverture médiatique du processus en cours. Le reportage est signé Sonia Aminiko. Cette séance de travail avec les responsables de la TVT a permis à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC de revenir sur les enjeux de la couverture médiatique de la présidentielle du 22 février prochain au Togo. Les dispositions techniques et pratiques ont fait l'objet d'échanges. La question liée au débat, au message des candidats et à la couverture de la campagne électorale en tenant compte du scrutin à 2 tours et de la couverture médiatique du vote des Togolais de l'extérieur ont été évoquées. Il s'agit d'abord d'une première rencontre technique que la HAC a souhaité avoir avec les services publics qui vont être impliqués dans l'élection présidentielle du 22 février prochain. Alors, nous l'avons souhaité pour discuter d'un certain nombre de dispositions techniques, matérielles qu'il faudra mettre en œuvre afin d'assurer une meilleure couverture de la campagne pour l'élection présidentielle. Vous savez que pour cette élection, nous avons souhaité introduire un certain nombre d'innovations. Ces innovations-là nécessitent que les médias publics qui vont assurer leur réalisation aient les moyens. La HAC a également entretenu les responsables de télévision togolaise sur les innovations pour assurer la bonne couverture médiatique. En termes d'innovation, nous avons voulu que les candidats puissent
disposer d'une tranche horaire pour pouvoir mieux présenter leur programme à nos concitoyens. Il s'agira d'émissions débat. Émissions qui vont être animées par des journalistes face aux candidats. Et donc il était question de voir est-ce que la télévision a les moyens d'assurer ces émissions-là correctement. C'est pour cela que nous avons voulu le faire, au-delà du fait que la télé va être impliquée dans la couverture des manifestations. La télé aura à produire, à diffuser des messages des candidats. Il est nécessaire de nous assurer qu'elle a les moyens. La télévision a maintenant un très beau studio d'ailleurs. Il n'est pas seulement beau, mais il est techniquement fait, prêt, et donc je crois que sur ce plan, c'est un très bon cadre qui pourra très bien accueillir tous les candidats. Et compte tenu des innovations que nous voulons introduire, nous irons ensemble avec vous voir peut-être dans d'autres pays comment ça s'est passé. Et c'est ce que nous projetons d'ici la semaine prochaine. Ça nous permettra de mieux peaufiner les modalités pratiques de la réalisation de ces émissions. Pour se faire une idée des dispositions techniques en place, la HAC a visité le studio aménagé et le plateau pour les débats avec les candidats. La HAC rassure quant à sa disponibilité à accompagner la TVT pour une parfaite réussite de la couverture de la présidentielle de 2020. Et parlons toujours de cette présidentielle, le Parti démocratique panafricain PDP affûte déjà ses armes pour cette échéance électorale. Le président du dit parti a rencontré ce jeudi la presse. Le compte rendu avec Kwasi Glé et Dodo Waré. La presse togolaise, au contact du programme de société du Parti démocratique panafricain PDP. Un programme vaste et diversifié qui se décline en plusieurs objectifs. Il touche pratiquement tous les secteurs d'activité. C'est un projet que l'électorat aura l'occasion de découvrir en entier lors de la campagne électorale. Ce programme s'articule autour de trois thématiques. Nous voulons redonner de l'espoir aux Togolais à travers une politique ambitieuse de restauration de l'État, de la bonne gouvernance. Ceci nous permettra de pouvoir aller au second pilier, faire en sorte que nous puissions atteindre un pays, le stade de pays à revenu intermédiaire et le stade de pays, nouveau pays industrialisé, ce qui nous permettra d'atteindre des points de croissance afin de pouvoir redistribuer à la population, où nous avons une place prépondérante pour la femme et pour l'emploi des jeunes. Voilà la substance de notre programme de société et nous avons 4 thématiques avec 30 mesures phares. Le projet a suscité des débats entre les journalistes et les responsables du parti. Ces derniers défendent des idéaux axés sur le centrisme. Actuel président du PDP et candidat à la présidentielle prochaine, Innocent Kagbara compte mettre en avant son programme de société pour solliciter la confiance et le suffrage de l'électorat. Et le mouvement des républicains centristes MRSC apporte, lui, son soutien au candidat Faure Gnassingbé pour le scrutin de 2020. Les responsables du parti l'ont dit lors d'un point de presse ce jour. Le compte rendu avec Edwige Atakpa Bassabi et Ramdan Bassina. Le mouvement des républicains centristes MRC ne présentera pas de candidat pour la présidentielle de 2020. Le MRC croit fermement à la volonté du candidat Faure Gnassingbé à mener le pays à bon port. Le MRC, pour le vote du 22 février, appelle ses militants à voter pour le candidat du parti UNIR, Union pour la République. Le MRC, mouvement des républicains centristes, appelle toutes ses bases électorales à voter très massivement pour le candidat de l'Union pour la République unir à cette nouvelle échéance de 2020. Le candidat Gnassingbé Sozamna est celui que le MRC soutient. Le MRC convie les Togolais à maintenir le climat de paix et à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale pendant cette période électorale. Et les députés indépendants de l'Assemblée nationale togolaise choisissent eux aussi le président de la République, le candidat Faure Gnassingbé, pour le scrutin du 22 février prochain. Et ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse également ce jour. Lucassi.
À quelques jours de l'ouverture de la campagne de l'élection présidentielle du 22 février prochain au Togo, les députés indépendants de la 6e législature se prononcent sur l'actualité politique. Ils se sont concertés pour examiner la situation politique du pays et évaluer les forces en présence. À l'issue de cette concertation, ils ont à l'unanimité choisi de soutenir le candidat Faure Eswazimna Zingbe. Nous avons pensé en responsable politique que Faure Eswazimna Zingbe est l'homme de la situation, celui qui a montré le plus de capacité de rassemblement et qui a propulsé notre pays en essayant de toutes ses forces de le sortir de la pauvreté. Si ces députés évoquent les réalisations du président de la République comme mobile de ce soutien, ils mettent également en avant son engagement pour la pérennité de la paix et la concorde nationale dans le pays. Les journées portes ouvertes du CONAP Acte 6, ce sera du 14 au 17 janvier du côté de Kara. Et c'est ce qu'a annoncé le bureau du conseil face à la presse ce jeudi. Sarou Oroto et Marie-Ange Bida pour le compte-rendu. Ouvert à un accueil et qui nous permettent. Le Conseil national des patrons de presse CONAP consolide son nouveau concept des journées portes ouvertes de la presse togolaise, celui de les délocaliser suivant les différentes régions du Togo. Après Sokodé en 2019, c'est la ville de Kara qui va accueillir la 6e édition du 14 au 17 janvier 2020. Une rencontre annuelle qui pour cette fois-ci veut faire des médias des facteurs de cohésion sociale. Une thématique choisie à dessein pour revisiter les connaissances et acquis journalistiques en vue d'une meilleure couverture médiatique de l'élection présidentielle. Vous savez le rôle que les médias jouent, surtout dans nos pays africains, en des périodes sensibles comme celle-ci. Nous avons choisi ce thème pour nous rappeler les béabas de la couverture médiatique d'une élection pour faire des élections 2020 des élections des plus apaisées dans notre pays. Les premières, deuxième, troisième, quatrième éditions, si elles ont eu lieu à Lomé. Lomé, ce n'est pas le Togo en miniature. Il faut que les populations des profondeurs puissent elles aussi vivre l'événement. Émission radiophonique grand public, table ronde thématique, exposition de journaux et matériel audiovisuel auront à meubler ces journées portes ouvertes de la presse togolaise. Organisées en partenariat avec Reporters sans frontières, ces journées se veulent être des moments opportuns de rencontre et de découverte du journaliste et de son métier par la population. Un moyen d'échanger avec la jeune génération et pourquoi pas susciter bien d'autres vocations pour le métier de journaliste. Et c'est toujours du côté de Kara que se tiendra le forum de Kara, justement. Il sera question de faire découvrir les jeunes et femmes agripreneurs. De quoi s'agit-il? Solange Amandé et Antoinette Romaro-Vonvor nous en parlent. Le forum des jeunes agripreneurs de l'agropole de Kara, un rendez-vous de véritables enjeux qui se tiendra du 21 au 22 janvier 2020 à Kara. L'agropole de Kara constitue un pôle de compétitivité pour la transformation agroalimentaire au Togo. Des filières ont été prédéfinies autour des chaînes de valeur de maïs, du riz, du sésame, de l'anacade, de la volaille et des boissons. Objectif, inciter les jeunes à s'intéresser au secteur agricole et par là, susciter l'entrepreneuriat dans le bassin de la Kara, doper les rendements, créer plus d'emplois et développer la croissance. Sur les 10 dernières années, le secteur agricole a pu exceller en termes de production de matières premières, je dirais. Aujourd'hui, sur les céréales, par exemple, nous avons pu assurer la sécurité alimentaire, notamment des couvertures céréalières qui dépassent déjà 100%. Donc il faudra voir que ces excédents de production, comment les faire rentrer dans un processus de transformation, et qui parle de transformation parle de création de valeur. Et cette création de valeur permet justement de créer plus de richesses, d'emplois et qui va se répercuter sur la croissance. Nous recherchons le fait que
l'ensemble des investissements que nous allons attirer de l'étranger, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, puissent se reposer sur des investissements nationaux. C'est-à-dire que les jeunes et femmes que nous incitons à venir s'installer sur la place de l'agropole pourront bénéficier justement des investisseurs étrangers qui pourraient venir développer leur investissement sur l'agropole. Le Togo s'engage à augmenter sa croissance qui est de 5,3% à travers le secteur agricole. Il faut donc plus de mobilisation de la part des investisseurs afin d'atteindre les résultats escomptés. Il s'agira essentiellement de porter la vision de la promotion de l'entrepreneuriat chez ces jeunes. Il était envisagé dans le projet une centaine, mais au regard de l'ambition qui est portée pour le secteur, il est demandé de démultiplier cela et ce forum va faire davantage d'ouverture pour aller toucher plus de 4 000 à 5 000 jeunes de toute la région de la Kara afin de mieux les sensibiliser. Il s'agira essentiellement à la fin de ce forum de voir des jeunes pousses à qui on pourra tenir la main avec le secteur privé ici présent. Peut-être dans 5, dans 10 ans, parmi ces jeunes, on verra émerger des industries, on verra émerger des capitaines d'entreprises. L'agropole de Kara devra apporter d'ici à 2022 des points supplémentaires pour booster la croissance du PIB agricole, doper les ventes à l'export comme au niveau local et donc réduire les importations agroalimentaires. Dans quel état se trouve l'usine textile de Dacha, laissée à l'abandon depuis quelques années? Et une réhabilitation est-elle possible? C'est ce qu'est allé vérifier le ministre Adedje du Commerce ce matin sur place. Le compte rendu de cette visite avec Silver Abdou. C'était en 1964 que l'usine de Dacha, communément appelée Industrie textile togolaise, est créée par les Allemands et mise en arrêt en 2001. Les premiers tissus de cette usine de transformation et de production de tissus pagne sont sortis en 1965, un an après son fonctionnement. Aujourd'hui, l'État togolais pense à sa rénovation pour être en phase avec le PND, Plan national de développement, qui envisage créer plus de 500 000 emplois décents aux jeunes. Et la visite du ministre en charge du commerce, Kodo Adedje, ce jour sur le site, en est une illustration. Une visite de terrain pour faire l'état des lieux, réfléchir sur les dispositions pratiques à mettre en place pour permettre à cette usine mise en arrêt depuis plusieurs années de retrouver sa lettre de noblesse. Grâce au leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure-Chazuna Gnassingbé, le Togo dispose de son plan, le plan national de développement 2018-2022. Et donc par rapport à ce plan qui vise essentiellement la création de 500 000 emplois décents pour nos populations, les jeunes, les femmes, nous avons sur ces instructions travaillé depuis un certain temps à la reprise de certaines industries, notamment les industries textiles, qui emploient plus de main-d'œuvre. Donc nos directions techniques travaillent là-dessus. Il est quand même de bon temps que nous-mêmes, en tant que premiers responsables de l'industrie, nous puissions faire ce déplacement pour voir dans quel état se trouve le site de Dacha, qui, selon les informations reçues, employait dans le temps plus de 2000 de nos jeunes. Donc voir l'état dans lequel ils se trouvent et essayer de pousser davantage, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui les investisseurs s'intéressent à notre pays par rapport à ce que vous savez. L'amélioration continue du climat des affaires. Nous sommes aujourd'hui premiers réformateurs dans l'espace africain et puis troisième au monde. Donc les lignes bougent de façon favorable. Donc il est question que nous puissions maintenant nous rendre sur le terrain par rapport à un certain nombre d'investisseurs qui sont déjà intéressés par ce site et qui ont fait plusieurs déplacements sur ce site-là. Cela fait donc exactement 19 ans que cette usine a été fermée. Sur le site, on retrouve encore les équipements et bientôt d'autres objets, notamment les produits chimiques qui ont servi à la transformation des tissus.
Ce sont en fait des produits chimiques nocifs qui compromettent la santé des populations. Le gouvernement, par le leadership du chef de l'État, a donc décidé de procéder dans un proche avenir à la destruction de ces produits dans le contexte de la réhabilitation du site pour garantir un environnement favorable et une santé saine aux populations. Cette industrie a été abandonnée il y a plusieurs années. Donc tout naturellement, il faudrait faire un toilettage, il faudrait dégager ce qu'on doit dégager pour pouvoir permettre aux investisseurs de pouvoir s'installer. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, les travaux sont déjà en cours. Même s'il y a eu un arrêt momentané, les choses doivent reprendre pour pouvoir mettre quand même ce site-là dans les conditions qui puissent permettre à ceux qui viennent là d'investir au Togo dans le secteur des textiles. Le gouvernement est en train de travailler de façon technique avec l'ensemble de nos directions pour que ces investisseurs-là puissent aller jusqu'au bout de leur intention. Cette usine a été créée et gérée par les Allemands jusqu'en 1980. Après leur départ, c'est finalement un Togolais qui a pris à cœur la gestion de cette industrie textile qui a employé plus de 2000 jeunes. Cette gestion s'est faite de 80 à 87 avant l'arrivée de bien d'autres investisseurs, notamment les Coréens qui l'ont géré de 87 à 88, soit 14 mois, et les Chinois de 89 à septembre 99 qui finalement a connu sa fermeture en 2001. Le gouvernement met donc les bouchées doubles pour redonner au site ce qu'il était dans le temps. Premier numéro du Jeudi Jose. Cette année, les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets étaient appelés à planifier leur année pour réaliser leurs objectifs. Voyons cela avec Medina Salami. Cet après-midi serait... La réalisation de l'année se planifie dès le début. C'est pourquoi Fayège a consacré cette première rencontre de l'année Jeudi Jose à comment planifier son année pour réaliser ses objectifs. Ici, le formateur propose 6 étapes: la vision, les objectifs, les stratégies, le plan d'action, la programmation et les indicateurs. Planifier son année, ce n'est pas prendre des activités, mais des dates à côté, mais plutôt de partir d'une vision qu'ils ont pour les entreprises et de pouvoir sortir des objectifs, que ce soit financiers, non financiers, et économiques et non économiques pour les entreprises. Et de ces objectifs, élaborer des stratégies pour chaque objectif avant d'aller même vers un plan d'action. Donc c'était une surprise pour eux de dire on ne peut pas aller vers une planification si on n'a pas encore une vision bien claire pour son entreprise et sortir des objectifs bien clairs. Mais nous avons aussi vu que la formulation de la vision de leur entreprise est un grand chantier qu'ils doivent avoir. Ils ont des produits, mais les produits ne constituent pas de vision pour eux. Il va falloir trouver une bonne vision pour leur entreprise, ce qui serait le carburant de leur moteur pour pouvoir évoluer sur le plan entrepreneurial et estimer avoir de retombées en fin d'année. L'entrepreneur à l'honneur de ce premier numéro de Jeudi Jose, le réalisateur Edo Yannick, avec son nouveau film Essenam, Croire en soi. Un film qui sera projeté le 19 janvier prochain au Palais des Congrès de Lomé. Il est l'un des plus grands projets agricoles en Afrique occidentale de l'histoire. Il s'agit du PPAO, entendez, Programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, né de la volonté des chefs d'État de la CEDEAO, non seulement d'accroître la productivité, mais aussi de promouvoir l'intégration régionale. Eh bien, le PPAO est en fin d'exécution. Au Togo, que peut-on retenir après 8 années d'exécution du dit projet? Le bilan ce soir avec ce reportage dossier de Karine Olanlo et Pierre Sousoupo. Du satisfait site, un billet unanimement décerné par toutes les parties prenantes à ce projet. Le PPAO, ou le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, aura-t-il ainsi tenu ses promesses au Togo? Nous partons sur les traces des réalisations engendrées par cet outil. Premier arrêt, quartier Ségbé dans la périphérie de Lomé.
C'est ici que tout se passe. Ici, nous produisons des pièces de précision. Nous faisons le dessin technique en 3 dimensions et nous sortons ces dessins, nous les introduisons en termes de données à nos ordinateurs et à nos machines numériques pour nous permettre de sortir nos pièces de précision. Nous avons les CNC, les machines numériques, ce qui nous permet de fabriquer toutes sortes de pièces et de fabriquer toutes sortes de machines. Et parmi les machines fabriquées, Logutrack, un mini-tracteur adapté aux réalités culturelles au Togo et en Afrique. Une innovation technologique qui a reçu le soutien du PPAO Togo. Logutrack fait partie des 20 technologies diffusées à travers des sous-projets du PPAO. J'ai commencé cette recherche sur fonds propres. J'ai beaucoup évolué. Je suis arrivé jusqu'à la 2e version de Logutrack. Si vous voyez, nous avons la première version qui est pleine de rouille. Là, on était vraiment en expérimentation. Nous sommes passés à la 2e version, là où c'est marqué Logutrack en haut avec le truc là. Et arrivé à la 2e version, nous sommes partis maintenant sur le terrain. On est retourné à la ferme et nous avons fait des tests. Nous avons constaté que cette 2e version avait certaines limites. Et ces limites-là, nous avons continué à pousser la recherche. Et c'est à ce moment que nous avons eu besoin du concours du PPAO. Et nous avons déposé un dossier de demande de financement et le financement est tombé. Donc nous avons terminé les travaux de recherche et nous avons commandé les matières premières pour cette 3e version de Logutrack que vous voyez, qui sont arrivées. Donc, dès que nous avons eu à appliquer ces résultats sur ces mini-tracteurs, le résultat a été impeccable, époustouflant. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts pour vendre, fournir le mini-tracteur n'importe où il y a besoin. Dans cet atelier de Gema Concept, des machines tournent sans répit. Ici, l'on conçoit et produit des appareils de tout genre pour la mécanisation de l'agriculture. La dernière née des innovations technologiques promues par Gema, c'est bien cette moissonneuse batteuse. Dernier prototype amélioré de son invention. Nous sommes dans la conception et la réalisation des outils agricoles adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs sur le terrain. Avec l'accompagnement du PPAO, nous avons pu concevoir dans un premier temps des équipements pour mécaniser toute la filière courge. Nous avons fabriqué des broyeurs de courge, une première version de broyeur de courge qui permet de récolter mécaniquement les grains de courge. Ensuite, nous avons fabriqué une décortiqueuse de grains de courge que vous allez voir de l'autre côté. Et ici, cette fois-ci, nous sommes sur un autre modèle, un prototype d'une mini-moissonneuse batteuse de riz et de soja. C'est que quand vous prenez les problèmes qui se posent aux producteurs, c'est surtout au moment des travaux post-récolte. Le battage et vannage du soja et du riz pose beaucoup de problèmes aux producteurs. Alors, dans un premier temps, nous avions déjà conçu avec l'appui de la GIZ une batteuse, vanneuse, et qui résolvait aussi le problème de mobilité sur le terrain. Mais cette fois-ci, nous avons voulu aller encore plus loin en nous basant sur ce que nous avons observé sur l'agriculture de conservation, concevoir une machine qui permet en même temps de la coupe, le battage et le vannage. C'est-à-dire résumer tous ces travaux-là en une seule fois. On conduit l'engin et puis il coupe avec cette plateforme de coupe et rabat les produits coupés vers la chambre de battage et c'est battu, les déchets sont jetés par ici et puis vous avez le grain qui est récupéré ici. Donc le paysan, en conduisant l'engin dans son champ, à la fin de son circuit, a déjà sa récolte. C'est ce que nous sommes en train de concevoir actuellement pour résoudre le problème de main-d'œuvre dans le domaine agricole. Le travail post-récolte des grains de courge est pénible et c'est surtout les femmes qui sont dans ce domaine.
Et le décortiquage aussi se fait manuellement. Donc vous allez voir par exemple avec dans ceci, voilà, vous allez voir que nous avons fait comparer un décortiquage manuel qui se fait graine par graine et un décortiquage à la machine qui fait au moins 300 kg à l'heure. Donc ceci pour faciliter vraiment et relancer la production du goussi parce que les paysans ont tendance à abandonner cette culture à cause de la pénibilité des travaux post-récolte. Vous voyez, ça c'est la décortiqueuse que nous avons pu monter avec le soutien du PPAO et c'est ce que les femmes ont l'habitude de faire à la main pour obtenir le grain décortiqué. En 2019, on enregistre plus de 400 000 producteurs et transformateurs ayant adopté au moins une technologie améliorée rendue disponible par ce programme. À la Forge sans frontières, l'engagement rime avec les défis. Mettre à la disposition des producteurs des machines adaptées à leurs besoins. Avec PPAO, ça a été vraiment un appui pour soutenir la filière soja. Et dans cette optique, nous avons eu à fabriquer des batteuses. Donc c'était prévu dans le projet 25 batteuses, 15 pour Tchamba et 10 pour Sotoubois. Nous avons prévu également les torréfacteurs, 10 torréfacteurs, 5 torréfacteurs pour Tchamba et 5 torréfacteurs pour Sotoubois. Donc à notre niveau, dans un premier temps, on était au nombre de 8. Mais aujourd'hui, avec les stagiaires, vous allez constater tout ce que vous avez avec moi. À partir de ce projet, les gens ont accepté se donner pour l'apprentissage ou bien pour étudier, connaître encore la construction mécanique. Donc nous avons des étudiants, ceux qui ont déjà le bac, on a plus de 6 personnes qui ont leur bac, qui ont accepté d'apprendre ce métier. Donc ça a permis d'ouvrir encore l'éventail. Et au niveau des paysans, aujourd'hui ceux-là qui faisaient demi-hectare peuvent se permettre même d'aller à 5-6 hectares parce qu'il y a le matériel qui est à disposition. Si nous voulons parler aussi de ces farines riches du soja, ou bien ceux qui font l'élevage, ils ont la facilité, ce n'est plus à torréfier avec le charbon ou bien le bois, ainsi de suite. Nous avons 7 torréfacteurs qui sont prévus pour la circonstance. Donc disons que quelque part, il y a cette valeur ajoutée et chacun se retrouve. Aujourd'hui, Foi sans frontières, vraiment, avec l'appui de PPAO, nous avons eu un tour qui vient s'ajouter à ce que nous avons dans le temps, avec un magasin qui nous permet maintenant de bien ranger le matériel que nous avons. Ces technologies générées ont permis de cultiver plus de 364 000 hectares de superficie avec diverses spéculations. Voilà donc le bilan de 8 années d'exécution du PPAO au Togo. Et nous sommes jeudi. Nous respectons donc la tradition des jeudis en ouvrant la page des sports ce soir avec notre ami de tous les jeudis, Jean-Kofi Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous ouvrons cette page avec le démarrage hier mercredi du championnat scolaire 2019-2020 dans l'inspection Lomé commune. Tout à fait Anita, et notons que pour ce démarrage, 9 rencontres ont eu lieu. Sergine Raimondo était au cœur de l'événement et a pu parcourir certains terrains de jeu où les empoignades ont eu lieu. Voici son compte rendu. Au lycée de Tokoin à Lomé, la formation de Tokoin 1 en vert s'apprête à recevoir le lycée Jean-Jacques Rousseau en maillot gris. Les championnats scolaires ont bel et bien démarré dans la capitale. Et ce n'est pas le collège protestant d'Agbalépédo qui sera en reste. Le lycée de Djidjolé, tout de vert vêtu, est l'hôte des protestants en bleu. On joue la 43e minute et déjà les élèves se livrent au jeu des pronostics. Un peu plus loin, le lycée technique d'Adido Gomé, tout de jaune vêtu, reçoit le complexe scolaire Le Savoir en bleu. Nous sommes en deuxième période. La première a été marquée par l'unique but du lycée technique, vainqueur du match, 1-0. Le jeu n'a pas été dans l'ensemble plaisant des deux côtés. On a gagné certes, mais sur le plan jeu, et ce n'est pas encore ça.
dans l'animation tactique, ce n'est pas encore ça. Et je crois que c'est parce que nous sommes en tout début. C'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Et au fil des matchs, je crois que ça va revenir. Les joueurs vont commencer par bien jouer. Les championnats scolaires constituent non seulement la promotion du sport à la base, mais surtout des moments de distraction et d'épanouissement des jeunes. Le championnat scolaire est rentré dans les mœurs dans tous les établissements. Il y a de l'engouement. En termes d'équipes engagées, cette année, nous avons encore eu plus d'équipes que l'année passée. L'année passée, nous avions 24 équipes. Cette année, nous sommes allés à 31 équipes. Dans l'ensemble, l'ambiance est vraiment une ambiance fraternelle et de convivialité. Les élèves se frottent très bien. Il y a un brassage et c'est l'amitié qui est en train de se tisser entre eux. Les responsables éducatifs ont placé cette édition 2020 sous le thème « Championnat scolaire, vecteur de paix et de cohésion sociale ». Les activités se poursuivent jusqu'au 15 février prochain pour le compte de Lomé Commune. Et Jean, ce dimanche se dispute la 13e journée du championnat national de première division. Effectivement, Anita, et ce sera la fin de la phase allée du championnat d'élite. Pour cette journée, notons que Unisport de Sokoli, déjà champion de la mi-saison, se déplace à Rome pour confirmer sa position face à Maranatha. Le calendrier complet de cette 13e journée, suivons-le avec Laurent Oumava. Asco de Kara, dauphin du leader Unisport, accorde son hospitalité à Sarah FC de Bafilo, 8e au classement. Les joueurs de Bafilo, dont la dernière victoire remonte à la 9e journée, essaieront de renouer avec le succès face à la meilleure défense du championnat. À Lomé, au stade municipal, l'AS OTA 3e joue Gomido 12e, une équipe en convalescence. Les collecteurs d'impôts auront envie de se refaire une santé après le faux pas concédé lors de la précédente journée à Noaché. Toujours à Lomé, cette fois-ci à l'état-major, Dito 5e, vainqueur en déplacement à Bafilo la semaine écoulée, tentera de confirmer à domicile devant l'ACK dans la lutte qui les oppose pour la 4e place. À Tchamba, duel déséquilibré entre Bolossou des Lacs 6e et Koroki l'avant-dernier. Les requins mâles auront fort à faire pour venir à bout de Koroki sur ces installations. Les locaux de Tchamba ont un besoin urgent de victoire pour sortir de la zone rouge. À Tapamé, la lanterne rouge Ifodje Malampoint accueille Ange de Noitier 7e qui n'a plus perdu une rencontre depuis 3 journées. Les joueurs de Logou sont dans une impérieuse nécessité de gagner. À Womé, Maranatha 9e reçoit le leader Unisport de Skolé avec une envie de faire plaisir à ses supporters et terminer la phase allée sur une victoire. Tandis qu'Unisport, solide leader et meilleure équipe en déplacement, est sûr de terminer la phase allée à la 1re place. Initialement prévu ce dimanche, le match opposant Semassi FC à l'AS Togoport est reporté au mercredi 15 janvier. Le championnat national de première division dans son ensemble connaîtra une pause au terme de la 13e journée et reprendra le 2 février 2020. Et du tennis pour refermer cette page des sports, Jean, le championnat d'Afrique de l'Ouest et central de tennis des catégories 14-16 ans et moins était à l'étape des finales en individuel ce jeudi. Effectivement, Anita, et cette finale a souri au jeune compatriote Isaac Padio qui a raflé la mise devant l'Ivoirien Francky Iamon 2-7-0, 6-4-5-2, honorant ainsi le Togo, pays hôte dans la catégorie des moins de 16 ans. Chez les garçons, compte rendu à Flynn Johnson. Il l'a promis, il l'a fait. Isaac Padio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tout donné pour remporter la finale du championnat d'Afrique de l'Ouest et central de tennis, catégorie 16 ans et moins. Face à l'Ivoirien Francky Iamon dans le tableau garçon, Isaac Padio n'a laissé aucune place au doute. Après avoir avancé le premier set 6-4, le Togolais en maillot bleu rempile au second 5-2, soit 2-7-0 pour une victoire somme toute méritée. Ma force c'est aussi que je connais bien celui que j'ai joué en finale. Aussi, bon, je comptais beaucoup sur mon physique.
Son point faible, c'est qu'il n'aime pas trop les jeux vers l'avant, les petites balles. Il aime aussi beaucoup s'amuser. C'est ce qui lui sort beaucoup de certains points décisifs. Toujours chez les 16 ans et moins, la finale dans le registre féminin a été une affaire ivoiro-ivoirienne entre Amani Kwame en maillot vert citron et Libel Booussou. Renversante, c'est Libel Booussou en blanc qui a eu le dernier mot en l'emportant par 2-7-1, 3-6, 6-4 et 6-3. Des performances qui ouvrent au meilleur des portes plus grandes. En individuel, on va dire les meilleurs résultats, les vainqueurs finalistes jusqu'aux demi-finalistes seront qualifiés directement aux phases finales des championnats d'Afrique qui auront lieu pour les 16 ans et moins ici au Togo à la fin du mois de mars et pour les 14 ans et moins à Madagascar durant le mois de février. Pour les 14 ans et moins, certains de ces jeunes-là sont déjà intègrent directement le centre de la Fédération internationale de tennis au niveau du continent africain. Il y a 2 centres au Maroc, un au Maroc et un au Kenya. Donc en fonction de leurs résultats, on essaie de les orienter vers des centres où ils bénéficieront de bourses d'entraînement. Les joutes en individuel du championnat d'Afrique de l'Ouest et centrale des 14-16 ans et moins ont pris fin ce jeudi. Place à la compétition par équipe dès ce vendredi 10 janvier 2020. J'ai une information pour terminer. Oui, samedi, retrouvez-nous pour le sport sur la première à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on te retrouvera donc jeudi prochain pour une autre page des sports. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.